Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que l'évaluation analysée des performances a fait apparaître dans le monde du travail la solitude. Nous sommes très nombreux, chacun seul. Voilà. Ce thème est un thème long, difficile à étudier. La systématisation est donnée, je crois, au moins en filigrane, sinon en horizon, par Hannah Arendt sous le nom de désolation. C'est la traduction française de loneliness. Elle distingue la solitude, qui est la solitude, la isolation, qui est l'isolement. Déjà une étape intermédiaire, la désolation, c'est le sol. Désolation, c'est le sol commun, du sens commun, et notamment du sens commun de la justice, qui s'effondre sous nous. Et même le sens commun plus généralement. La solitude en question, qui est effectivement le résultat des nouvelles formes d'évaluation individualisées introduites dans l'entreprise depuis, et pratiquement en voie de généralisation partout, même quand c'est vraiment aberrant, mais on le fait. Le résultat, c'est effectivement qu'on a cassé les stratégies collectives de défense dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a cassé les solidarités. Donc maintenant, quand vous êtes en prise avec un harcèlement, personne ne bouge. Et ne comptez pas sur le fait que les autres vont témoigner au moment où il y aura le conseil de prud'homme ou je ne sais quoi, ou peut-être la justice. Tout le monde se planque. Tout le monde a peur. Et quand vous êtes seul face à l'injustice, face à la discrimination, face au harcèlement, c'est pas du tout la même chose que quand vous êtes à plusieurs. Même quand cette solidarité ne mène pas à la grève, contrairement à ce que disait M. Copé tout à l'heure, je veux dire, pas forcément à la grève, mais simplement le simple fait d'être ensemble et de témoigner à l'autre qu'on a bien vu qu'il est victime d'une injustice, ne lui incombe plus à partir de ce moment-là la charge de savoir s'il est victime d'une injustice ou si c'est lui qui est un incapable. N'oubliez pas que... Enfin, n'oubliez pas, c'est idiot, vous ne le savez pas encore. Mais non. Les gens qui sont le plus vulnérables au harcèlement sont ceux qui sont motivés par leur boulot. Évidemment. Et donc, la première chose, c'est ceux-là qui craquent parce qu'ils croient, quand on les attaque et quand on les harcèle, qu'ils sont en tort. La première réaction de celui qui est très motivé par sa boulot, c'est qu'il pense que ça doit être pour quelque chose. Pour faire la distinction entre ce qui est une injustice et ce qui est un traitement, donc injuste, et ce qui serait simplement une incapacité personnelle, ce n'est pas facile. Le regard des autres, la solidarité des autres, la prévenance des autres suffit à changer psychiquement la position et donc à vous donner une force considérable que vous perdez dans la désolation. Bon, j'ai pas le temps parce que je vois que le temps... Oh là là. Et alors, le terrible, c'est qu'en plus, il y a une pendule juste en face, donc je suis coincé, vous aussi. Donc je vous donne. La deuxième grande chose, c'est la qualité totale. J'ai pas le temps de vous développer. Ça aussi, c'est un contresens théorique, n'est-ce pas? La qualité totale, c'est un truc bidon. Voilà. Quand on est un scientifique, moi je fais mon métier, c'est pour comme l'évaluation quantitative du travail. Ça n'est pas possible, c'est faux scientifiquement. De la même façon, la qualité totale, c'est faux. La qualité totale n'existe pas. C'est ça la base même des sciences du travail. Ça ne marche jamais. Au mieux, la qualité totale est un idéal. Mais si vous faites passer l'idéal pour la vérité, et que c'est la condition pour obtenir les certifications, les normes ISO 9000, et 2002, 9000, 13000, 13001, etc., toutes ces synepsies, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de frauder. Donc le système, c'est un pouce à la fraude. Donc les gens mentent. Attendez, mais non, mais c'est très... Voilà, j'ai pas le temps de vous raconter. Et en plus, ça prend du temps. Voilà. C'est faux, faut frauder, et il faut frauder, ce qui pose un problème moral, psychologique extrêmement sérieux, y compris de mentir par solidarité avec le chef. Enfin bon, on est dans des trucs de fou. Bon, je passe. Vous voyez ce que je veux dire. Ça alourdit aussi considérablement la charge de travail, parce que je ne vous dis pas le nombre de papiers qu'il faut remplir pour mentir. Le mensonge, il faut qu'il soit consigné sur papier, et comme ça on est sûr. Vous avez la qualité totale, c'est AZF, Toulouse, paf. Eh oui. Qualité totale. J'arrête. Alors bon. Donc je suis désolé, j'ai pas le temps de... Donc je voulais vous dire les incidences, évidemment, de ces analyses qui sont un peu schématiques, excusez-moi pour le caractère un peu débridé de mon exposé. L'action rationnelle en matière donc, sur ces questions du rapport entre santé mentale et travail, l'action rationnelle devrait donc viser fondamentalement la transformation de l'organisation du travail. Donc en particulier, comme on ne peut pas revenir en arrière, comment fait-on donc pour, par exemple, amender ces méthodes d'évaluation? Qu'est-ce que ce serait une évaluation qui serait bonne? Donc vous êtes en plein sur ces vraies questions, qui concernent à mon avis le monde du travail dans son ensemble.
il y a des réponses assez circonstanciées, c'est compliqué, ça demande aussi du temps pour penser, je vois, en tout cas vous êtes sur la bonne chose. Là, les incidences pour vous, c'est-à-dire pour le métier de médiateur, à mon avis, c'est juste dire un mot pour terminer là-dessus. Si mon analyse est juste sur les conséquences de l'évaluation individualisée des performances qui a eu raison à la fin des fins, jusque toutes les formes de solidarité, de collectif. Moi, je pense qu'en particulier, les organisations syndicales ont perdu de leur représentativité en raison de l'évaluation individualisée des performances, qui a été un coup très dur pour les organisations syndicales qui, en plus, n'ont pas du tout vu venir les choses et donc n'ont pas du tout su résister. Tout le monde a cru que c'était vrai, et qu'avec la vérité du chiffre, la vérité du nombre, on irait vers plus de justice. C'est exactement l'inverse. Mais en attendant, les solidarités ont disparu, les gens se méfient les uns des autres. C'est vrai que le syndicalisme en France est en crise très grave. Dans ces conditions, la négociation, parce que l'organisation du travail, vous pouvez repérer ce qui ne va pas dedans et éventuellement imaginer des transformations, mais cette transformation, elle passe toujours par des négociations. Et avec qui négocier aujourd'hui? Ce n'est pas très facile. Voilà. Donc je n'ai pas le temps de vous développer cet aspect, mais c'est très intéressant et très important. Du coup, effectivement, je crois que reviennent aux médiateurs une place qu'ils n'auraient certainement pas eue il y a quelques années. Et je pense que là, du coup, il y a vraiment un champ important dans ces affaires de santé mentale au travail, la place qui revient, je pense, aux gens qui font de la médiation, a je crois, un avenir considérable. Seulement, attention, ça exige de la part, cette fois-ci, je pense personnellement, de la part des médiateurs, un outillage spécifique. Et c'est ça la difficulté. Et il ne faut pas seulement être bon en médiation, ce qui est évident, il faut connaître le travail. Parce que si on n'entre pas dans la matérialité du travail, alors on ne comprend pas ce que disent les gens. Autrefois, c'est ce qui se passait dans les conseils de Prud'homme. Je n'ai pas le temps non plus de développer ce qui se faisait de façon magnifique dans les conseils de Prud'homme, même y compris au XIXe siècle, dans les périodes les plus dures. C'était un lieu de médiation magnifique, puisque plus de 90% des affaires qui étaient menées au Prud'homme au XIXe siècle se terminaient par un désaccord à l'amiable. Aujourd'hui, c'est évidemment une proportion inverse. Et puis c'est très lourd. C'est très compliqué. C'est bien qu'il y ait des prud'hommes. D'ailleurs, j'ai reçu un tract ce matin en prenant le métro sur les élections de prud'hommes qui vont avoir lieu. C'est important. Mais je crois que là, ça demande, pour arriver à comprendre les enjeux et comprendre ce que les gens disent et pourquoi ils disent, puisque c'est ce que vous avez très bien développé ce matin, il faut comprendre pas seulement les intérêts que les gens défendent, mais pourquoi ils tiennent la position qu'ils tiennent. C'est un degré de plus. Notre problème à nous, comme médiateurs, excusez-moi, je me mets avec vous, c'est un peu exagéré, je ne devrais pas, mais je me mets un peu de votre côté. Le problème n'est pas seulement de comprendre quels sont les intérêts des gens. Le problème est de comprendre pourquoi ils disent ce qu'ils disent et pourquoi ils pensent comme ils pensent. Parce que les gens agissent en fonction de ce qu'ils pensent. Or, ce qu'ils pensent n'est pas toujours si facile que ça à savoir, pour des raisons aussi qui sont liées à la subjectivité du travail, c'est que les gens sont plus intelligents qu'ils ne le savent eux-mêmes. L'intelligence au travail est souvent en avance sur la capacité que nous avons d'en rendre compte. Les mecs, quand vous leur demandez, oh ben ça, je fais ça naturellement. C'est automatique. Alors, c'est ni naturel ni automatique. Et donc, c'est là le plus subtil du métier. Les gens le font, mais ils ne savent pas vous l'expliquer. Ce sont les savoirs du corps, y compris pour tenir un amphithéâtre. Pas seulement pour l'artisan menuisier. C'est vrai aussi dans les métiers de relations de service. C'est un rapport de corps à corps, avec le public, avec le malade, avec les élèves. Mais rendez compte maintenant de la façon dont vous tenez un amphithéâtre. Je vous attends. Vous savez le faire, mais vous ne savez pas le dire. Et c'est ça le problème. Et donc, le problème du médiateur, c'est d'arriver à passer jusqu'au niveau où les gens vont dire des choses qu'ils ne savaient pas tant qu'ils ne les ont pas dites au médiateur. La possibilité, par la parole, de métamorphoser une expérience en savoir symbolisé. Bon, voilà. C'est ça. Alors, ça demande, il faut pour ça avoir une bonne connaissance du travail, il faut connaître l'organisation du travail, donc ça demande au médiateur d'avoir quand même une technicité spécifique sur le travail, et je l'assure que ça ne s'improvise pas, c'est quand même compliqué le travail, puisque la plupart d'entre nous, nous pensons que nous savons ce que c'est parce que nous travaillons, mais non. C'est comme l'inconscient, vous croyez que vous savez ce que c'est parce que vous en avez un, allez donc sur un divan et vous verrez la différence.